Carrefour a été condamné à nous verser de l'argent. Parce qu'ils n'avaient pas reconnu la section syndicat Gilets jaunes. Ils ont dit mais non, les Gilets jaunes ça n'existe pas, les Gilets jaunes c'est un truc dans la rue, c'est des mecs qui cassent des vitrines, il n'y a pas de syndicat et tout. Et nous on leur a dit bah si, regardez, on est constitué juridiquement. Ils ont dit non, ils n'ont jamais voulu nous ouvrir la porte. On leur a fait un procès, ils ont été obligés de nous réintégrer dans l'entreprise et de nous verser une somme. C'est quand même des victoires qui sont pas mal, tu vois. Ouais, Carrefour qui verse de l'argent aux Gilets jaunes, tu vois, c'est quand même pas mal, quoi. Bonjour, bienvenue dans Thinker Jaune. Après une longue interruption, nous revoilà. Thinker Jaune, donc c'est la nouvelle chaîne de YouTube de DocPat et moi-même. Donc nous sommes deux gilets jaunes de Belgique et ça fait 4 ans donc, qu'on est sur les ronds-points, dans des conférences, des festivals et tout ça. Et on veut simplement partager avec vous le plaisir que nous avons eu avec toutes les rencontres qu'on a faites depuis ce temps-là. On voulait vraiment vous remercier du soutien qu'on a eu pour la chaîne. Les dernières émissions ont fait des centaines de vues, donc c'est sympa pour nous. On voulait quand même préciser qu'on ne va jamais vous demander de l'argent, une participation à des fonds. Nous sommes donc vraiment deux bénévoles, on fait ça vraiment par plaisir, parce qu'on aime bien, et aussi donc la manière de nous remercier, c'est évidemment de voir nos vidéos déjà, mais aussi de les partager, de commenter, parce que ce que nous on veut faire, c'est quand même nourrir le débat démocratique. Donc on vous invite vraiment à mettre tous vos commentaires dans la vidéo, et puis enfin, si vous partagez dans les autres endroits. Aussi parce que évidemment, nous-mêmes, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il y a dans les émissions. Il y a sûrement des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, que vous voulez rectifier, peut-être même des erreurs factuelles qui sont faites. Fact-checking, ça peut servir. On est chez Chris Momo, c'est ton nom Facebook en tout cas. Christophe Morel. Voilà. C'est un des initiateurs du syndicat Gilets jaunes en France. Et puis, bon voilà, c'est aussi quelqu'un qu'on a rencontré dans les différentes activités. Mon papa disait toujours que les grands esprits sont les plus humbles, et ben voilà, un très très bon exemple. Et ce qui me plaît avec lui aussi, c'est que, bon, je trouve très très pertinent, très sympa et très pertinent dans son approche de la militance et de son analyse, mais c'est aussi qu'il véhicule beaucoup les valeurs de convivialité et de plaisir, donc ça me parle. Je crois que c'est vraiment essentiel pour un mouvement révolutionnaire, pour la démocratie, déjà qu'on s'entende bien ensemble. Hein. Donc pour utiliser un gros mot, on est en France, pourquoi pas parler de fraternité, hein. Donc bonjour Christophe. Bonjour Marcos. Est-ce que tu peux expliquer d'où est née cette idée de syndicat Gilets jaunes? Le syndicat des Gilets jaunes, oui, du coup, il est apparu face à ce constat-là. Il est apparu de se dire, ben voilà, profitons de ce mouvement social très diversifié pour aussi refaire du vrai syndicalisme, en fait. Je dis pas qu'on a inventé quelque chose de nouveau, c'est faux. On a dit, on va reprendre le syndicalisme tel qu'il devrait être, c'est-à-dire pour la défense des salariés, pour qu'ils aient un maximum de conditions de dignité dans le cadre de leur travail, qu'ils puissent vivre de leur travail et qu'ils puissent avoir du coup les meilleures conditions sociales pour le faire, dans un rapport d'équilibre avec leurs employeurs. Et du coup, ouais, c'est de ce constat-là en fait que le syndicat des Gilets jaunes est apparu. Ouais, donc là on en vient à ce qui fait la spécificité des syndicats Gilets jaunes. Donc en fait, toi tu dis donc on a voulu refaire le vrai syndicalisme, mais c'est pas le syndicalisme comme les autres en fait. Il y a quand même des touches différentes. C'est vraiment le syndicalisme des origines ou quelles sont les spécificités du syndicat Gilets jaunes? Je crois que vous avez une charte par exemple qui est assez parlante. Oui, j'invite les gens à aller sur notre site internet parce que c'est très très dense, mais nos statuts et notre charte de principe précisent comment on va fonctionner, mais surtout je dirais les deux garde-fous qui nous surtout un, je dirais, qui nous permet vraiment de faire du vrai syndicalisme, c'est l'indépendance financière. C'est le fait qu'on ne vive que des cotisations de nos adhérents, et ces cotisations en plus sont calculées proportionnellement aux revenus de la personne.
C'est-à-dire que vous allez payer 0,85% de vos revenus mensuels par mois au syndicat Gilets jaunes. Donc si tu gagnes 1200, tu vas payer 0,85% de 1200. Si tu gagnes plus, tu vas payer un peu plus. Mais déjà le prix, il est pas très, c'est beaucoup moins cher que dans les autres centrales. Être adhérent au syndicat des Gilets jaunes, c'est pas bénéficier d'une prestation de service. C'est-à-dire que tu adhères chez nous, tu deviens un syndicaliste au même titre que moi, que ceux qui sont à Paris, que tout le monde. C'est un adhérent égale une voix. Il n'y a pas de secrétaire général, il n'y a pas d'administrateur principal qui prend les décisions. Il n'y a pas de délégués, il n'y a pas d'élection, c'est tu adhères au syndicat des Gilets jaunes, tu adhères donc à notre charte de principe et à nos statuts. Et tu as la même force dans le syndicat que n'importe quel autre syndicaliste. C'est super décentralisé, nous, pour le coup. D'ailleurs, la vraie appellation, dans les statuts déposés en mairie, c'est l'Union des syndicats des Gilets jaunes. C'est-à-dire que n'importe qui en France peut créer son petit syndicat des Gilets jaunes sur ce principe-là et se fédérer avec les autres et avoir une autonomie de manœuvre totale sur ce qu'ils veulent faire dans la lutte sociale. Donc il y a ça, ce point-là de l'indépendance financière. Au début, j'ai peut-être mal compris, mais donc j'aimais bien définir le syndicat Gilets jaunes comme une coopérative de travailleurs. Est-ce que c'est... On va dire qu'on incite à une coopérative on incite les travailleurs à s'organiser en coopérative. Quand on parle de coopérative, il y a des statuts juridiques qui prévoient de créer des coopératives, mais ça peut être un outil. Moi notamment, je propose cet atelier-là. Je propose aux salariés qui veulent s'organiser en coopérative d'un point de vue juridique, financier, tout ça, et qui ont un peu d'argent. Je peux accompagner techniquement pour ça. Mais l'idée philosophique globale de cette idée de coopérative, c'est de se dire que nous sommes dans un monde où c'est la compétitivité qui règne dans tous les domaines, que ce soit au niveau éducatif, au niveau industriel, entre les individus. On est dans un esprit très compétitif, de prédation, de domination, dans un système hiérarchique pyramidal, dans un système où tout est marchandé, tout est compétitif, où on se bat pour les ressources, on se bat pour tout et n'importe quoi, et on se bat pour faire de la croissance infinie, sur une planète finie, et tous ces éléments-là, en fait, sont rentrés dans l'inconscient aussi individuel et collectif des gens. Donc nous, d'un point de vue philosophique, en fait, on essaie d'expliquer que les formes de production de richesse, face aux enjeux actuels, environnementaux, économiques, sociaux, etc., le libéralisme et le capitalisme a pu avoir une certaine forme de, je ne veux pas dire de bien, mais ça a apporté quand même à nos anciens pendant les 30 Glorieuses. C'est un peu logique que les anciens ils succombaient à ça. Mais aujourd'hui, on est dans une crise de non-durabilité. On est dans une crise où, en fait, on a dépassé les ressources qu'on pouvait extraire. Le fait de faire de la compétition tout le temps pour avoir toujours plus, ça crée une atmosphère qui est insoutenable à tous les niveaux, dont les symptômes sont super multiples. Et du coup, nous, on explique que la vraie révolution de demain, elle se fera dans des schémas de coopérativité, si je dois le prendre au sens large du terme. C'est-à-dire que tous les moyens de production de richesse ou de service à la population, que ce soit ouvrier, agricole ou service à la personne, plutôt que d'être tournés vers le profit financier, vers l'actionnariat, vers les lois du marché, devront être tournés vers le bien commun, l'intérêt général, la préservation de la dignité humaine, des écosystèmes, du vivant. Et dans un système coopératif, on ne voit une porte de sortie qu'à travers des modèles de coopération très divers et variés en réalité. Moi je pense aussi qu'il faut réinventer des nouvelles formes de coopératives, je ne sais pas lesquelles. Parce que même aujourd'hui, les modèles coopératifs existants ont des limites. Ont des limites financières, ont des limites en termes de marketing par rapport à la concurrence, etc. Je pense même qu'il faudrait... Et du coup, c'est un cap philosophique de se dire sortir de la guerre de tous contre tous pour arriver vers l'unicité, la coopérativité, l'éducation populaire, l'intelligence collective, etc. Ouais, c'est plutôt un cap finalement, mais le syndicat en lui-même, dans sa structure, n'est pas une coopérative de travailleurs. Parce que dedans, on a des demandeurs d'emploi, on a des gens qui bossent pas, on a des retraités, c'est très divers en termes de public. Je dirais que c'est une coopération citoyenne ou même une coopération d'êtres humains qui vivent à réformer le milieu du travail. Un des concepts importants dans le syndicat Gilets jaunes, c'est le fait d'être un ensemble d'associations qui collaborent les unes avec les autres.
Une espèce de maillage associatif, quoi. Ben, c'est ça aussi, parce que je pense que les limites de la lutte sociale, que ce soit les syndicats, les associations, les partis politiques ou peu importe, aujourd'hui, il y a de l'inefficacité, du manque de résultats, parce qu'encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est très cloisonné la lutte sociale. Or, tous les problèmes sociétaux d'aujourd'hui sont des symptômes. C'est des symptômes de causes qui sont beaucoup plus globales. Les problèmes liés à l'environnement, au chômage, à la santé publique, on peut prendre n'importe quel sujet, au logement, aux crises migratoires, on peut prendre n'importe quel sujet, tous ces sujets-là sont traités séparément, par silo, et c'est du traitement de symptômes, alors qu'il y a une cause globale à tout ça. Ce qui crée tous ces symptômes, tous ces problèmes de société, tous ces facteurs multiples, c'est bien un mode de société généralisé qui crée ces symptômes-là. Donc on peut l'appeler le capitalisme, on peut l'appeler plein de formes différentes, mais c'est ce système-là qui crée ces symptômes-là. Donc le fait de traiter les symptômes séparément, forcément, c'est un combat qui est lourd, qui est interminable et qui nous apporte des résultats très partiels. Donc nous, l'idée du syndicat des Gilets jaunes et aussi du dernier rempart, on pourra en parler quelques secondes après, c'est de se dire, il y a déjà en France, et même pas qu'en France, partout dans le monde, il y a déjà plein d'individus ou de collectifs constitués qui sont très bons dans des domaines, spécialisés dans des domaines, mais il n'y a pas de passerelle entre eux. Donc nous, on est dans cette philosophie-là aussi, c'est de dire que ceux qui luttent pour l'accès au logement, pour que les sans-papiers aient des papiers, pour qu'on arrête de détruire les écosystèmes, qu'il y ait de la transversalité dans tout ça, en fait, le plus possible. Parce que si chacun lutte dans son coin et dans son champ spécifique, on n'en sortira pas puisqu'on est face à des oligarques qui sont très puissants, qui eux sont dans des domaines différents, à des oligarques sur la culture, sur la finance, sur la politique. Eux, ils se sont bien répartis leur rôle et ils communiquent entre eux. Que nous, du coup, pour faire face à ça, pas forcément. Une culture commune, ils ont été aux mêmes écoles. Ils ont le même discours, ils défendent leurs mêmes intérêts, ils sont très transversales dans leur pratique. Dès qu'ils ont un projet, ils arrivent à le mondialiser ensemble, se concerter entre gouvernants, etc. Même s'il y a des tensions géopolitiques. Mais du coup, nous, c'est ce qui nous manque à la base, et le syndicat des Gilets jaunes, du coup, on a un peu vocation aussi à se dire, on se cloisonne pas qu'au travail, qu'au syndicalisme. Et c'est pour ça qu'on a tout un tas de conventions avec des coopératives, avec des associations et tout un tas de collectifs constitués légalement ou non. Quand tu parles de coopératives, c'est pas simplement des coopératives de prolétaires, c'est aussi des coopératives d'entrepreneurs aussi. Tu m'as parlé de le toit commun, c'est ça? Oui, alors le toit commun, c'est une structure dont on est cofondateur. Enfin ça c'est plutôt moi du coup pour le coup. Mais en fait, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, on appelle ça en France. Et du coup, en fait, c'est des associations, des collectivités, donc tu as des mairies, tu as l'agglomération de Lens-Liévin, tu as des associations, moi tu as une association dont je suis l'un des fondateurs qui est le garage solidaire du bassin minier, un garage associatif. Tu as des associations culturelles, des associations dans plein de domaines différents, et des collectivités, et aussi des individus seuls, en leur nom. On a tous donc créé cette coopérative, donc on est actionnaire de cette coopérative, à part égale. Il n'y en a pas un qui est plus décisionnaire que l'autre, peu importe le montant investi. Et cette coopérative qui s'appelle le Toit commun, le but c'est d'accueillir toutes les initiatives, enfin ceux qui souhaitent, la porte est ouverte, tous ceux qui ont des nouvelles initiatives, qui sont dans l'innovation sociale, qui répondent à des nouvelles problématiques avec des nouveaux outils, tout ça, les inviter à se réunir dedans et justement à développer des nouveaux modèles de coopération. Et que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau managérial, que ce soit au niveau de tout ce qu'on peut imaginer. Et dans cette coopérative, on met à disposition, on a un bar et un restaurant solidaire, on met à disposition des écrans, des vidéoprojecteurs. C'est une salle vraiment, un espace de coworking, on appelle ça aussi un peu du coup. Mais c'est un peu la maison pour tous, pour imaginer la société de demain et puis le mettre en place concrètement. Et du coup, tous les actionnaires ont des champs de compétences, des réseaux avec des élus, des financiers, etc. pour pouvoir permettre à des citoyens de pouvoir créer de nouveaux modèles. Parce qu'aujourd'hui, vouloir créer un projet associatif et faire tout un tas de choses, c'est un parcours du combattant.
Donc en fait, on a créé cette coopérative, on va dire, pour être un facilitateur et un accélérateur d'initiatives. Parce que sinon, quand tu es tout seul, tu veux faire un projet, c'est compliqué. Il faut trouver des associés, il faut trouver du réseau, il faut savoir comment parler aux collectivités, comment remplir les dossiers, comment faire les... Enfin, c'est super complexe. Gérer une comptabilité, etc. Ben, nous, on apporte, du coup, gracieusement nos services à la population pour qu'ils puissent imaginer de nouveaux modèles. Ces coopératives, ces lieux de rencontre, de coopération, c'est aussi des lieux de transmission. Donc tu attaches une grosse importance à l'éducation populaire. L'instruction publique qui est descendante, et là on est dans l'ascendance. On est dans les techniques éducatives qui sont ascendantes. C'est-à-dire qu'en fait, on s'élève tous les uns les autres. Et peu importe le niveau intellectuel de chacun, peu importe sa condition sociale, tous ensemble, on va s'élever tous ensemble. Et tous ensemble, on va se répartir des tâches en fonction de ce qu'on aime faire, de ce qu'on sait faire, en vue de faire des projets en commun. Et là, on va s'associer, on va développer une vision politique, philosophique, culturelle, sociologique, on va développer une vision commune, une intelligence collective, et cette intelligence collective-là, historiquement, permet du coup des bouleversements sociaux, des révolutions, des avancées. Mais ça se fait toujours par l'éducation populaire. C'est pas la haute administration ou la haute finance qui va te dire vas-y, fous-nous en l'air, quoi. Tu mélanges un peu deux choses, mais qui peuvent être mélangées. Hein. Donc c'est l'expertise professionnelle et aussi simplement le vécu social, quoi. Donc les prises de conscience de certains problèmes qui nécessitent des réponses politiques. C'est les deux. Mais pour toi, c'est mêlé, quoi. Ouais, c'est mêlé parce qu'en fait, il y a le... Quand tu parles d'éducation populaire, il y a les deux dimensions, quoi. Ouais, il y a les deux dimensions parce que c'est à la fois la singularité de l'individu, sa propre perspective, son imaginaire, ses croyances, tout ce qui est relatif à la singularité, et cette singularité qui se compose avec d'autres singularités et qui forme un collectif. Et l'intelligence collective aussi produit des nouvelles connaissances. Tu peux extraire des groupes d'intelligence collective des nouvelles connaissances, des choses auxquelles tout seul tu n'aurais jamais pensé. C'est en conjuguant les différentes perspectives de chacun que on en arrive collectivement à telle conclusion qui après révolutionne. Il y a des savants qui ont parlé de l'économie de la connaissance. Hein. Ouais, l'économie de la connaissance, ouais. Une connaissance, tu peux la partager à l'infini, tu la perds pas. Ouais. Qu'un bien matériel ou de l'argent, quand tu le partages, ben, il t'en manque une partie. Que là, je te partage des choses, moi je vais en sortir plus enrichi, toi aussi, lui aussi. Donc on a toujours à y gagner. Et même ouais, le modèle économique de demain, c'est une des choses qu'on pourrait faire au toit commun. Quelque chose qui soit, on donne de la valeur uniquement à ce qui produit de la connaissance et ce qui élève les individus et qui leur permet de vivre plus dignement et de s'émanciper. Il y a un grand débat dans les militants qui sont, on va dire, très mécontents de la société actuelle. C'est de savoir si il faut plutôt lutter pour changer toute la société ou bien suivre sa propre voie. Tu œuvres individuellement, que tu fasses des maraudes pour les sans-abri ou que tu sois un grand révolutionnaire systémique qui fait des grandes conférences, qui voyage dans le monde entier, peu importe en fait. Le tout, c'est aujourd'hui de se dire quand même, on vit dans une société, je pense, la plupart des humains ont capté, qui n'est plus saine, plus durable, qui est toxique, qui est corrompue, enfin bref, les adjectifs sont interminables pour la qualifier, mais globalement les gens se disent c'est la merde. Et ben, qu'est-ce que moi je peux faire, éducation populaire encore une fois, à partir de mon vécu, à partir de ce que je sais faire, quelle peut être ma partition pour changer les choses. Du coup, il y a ce problème aussi que on fait beaucoup de plans sur la comète, faut renverser les Rothschild, faut renverser patati patata, mais c'est pas des objectifs qui sont réalisables en fait. C'est-à-dire que c'est une destination de renverser ces oligarques qui font tant de mal à la planète. Ouais, c'est clair. Mais tu me dis, oui, la seule solution, c'est de renverser les Rothschild, par exemple. Ça, pour moi, c'est aussi une excuse pour pas agir, en fait. Tu vois, entre guillemets. Oui, bien sûr. Parce que tu mets tellement la barre haute, c'est irréalisable. Ah si, les constituants, un coup, on a déployé une banderole devant un domaine Rothschild, on les a un peu chatouillés, tu vois, mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ils pèsent des milliers de milliards, ils sont grands propriétaires terriens, ils ont des armées, alors, enfin, tu vois. En même temps, la banderole, il en faut aussi. Ouais, bien sûr, mais je te dis, tu peux t'amuser à aller chatouiller des puissants. Nous, on va chatouiller des puissants avec le syndicat. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui revient souvent dans ce que tu dis, c'est que il faut aider son prochain, en fait. Il faut aider, comme tu disais, les handicapés, les précarisés, les immigrés, ou même un travailleur, un SDF, je veux dire.
Voilà, enfin c'est quelque chose d'essentiel dans la lutte. De tendre la main au gars qui est à côté de toi et qui en bave, quoi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, par exemple, tu vois, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, avec un gilet jaune, est-ce qu'on peut dire que c'est de la faute des élites si les gens crèvent de faim? Oui et non. Oui et non, parce que qu'est-ce qui nous empêche, face à cette misère sociale, nous, ceux qui ont encore un peu de nourriture, tout ça, de partager un petit peu tout ça. Et en fait, il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui d'aider notre prochain. Le gouvernement ne t'interdit pas d'aider ton prochain. Même nous, avec le syndicat des Gilets jaunes, c'est ce qu'on défend du coup, c'est en fait notre grande ligne dans le syndicat, c'est de dire que tout le monde a le droit de vivre dans la dignité de sa naissance jusqu'à sa mort. En passant par le travail, en passant par tout ce que tu veux, mais chacun a le droit au moins à vivre dans la dignité de la naissance jusqu'à sa mort. Parce qu'on sait qu'on a des besoins vitaux, et ces besoins vitaux ne sont pas couverts, même en Europe aujourd'hui, pour plein de gens. C'est inacceptable. Et en Belgique, c'est pareil aussi. Ouais. L'État de Bruxelles, par exemple, ou de certaines villes, quand tu vois la misère qu'il y a dans certains quartiers, tu te dis c'est pas possible, quoi. Et ça, c'est un combat. Et je pense qu'à la base, toute lutte sociale, elle émane de ça, de la misère sociale. Et là, on s'est un peu perdu dans des sujets, on nous parle de vaccins, d'injections, de patati, pour, contre, nani, nana, alors qu'à la base, les Gilets jaunes, on était sortis pour quelque chose de plus global, quoi. On disait Et de plus concret. Plus concret, plus terre à terre, plus global. Que là, maintenant, alors, t'as des experts, du coup, alors c'est devenu des experts médecins, des experts militaires, maintenant, avec la guerre en Ukraine. Enfin voilà, Moi, je suis expert géopolitique. Voilà, tout le monde est devenu expert, spécialiste, encore une fois, tatati, tatata. En plus, c'est réagir, en plus, on nous donne un nonos et nous, on réagit. Arrêtez de calculer tout ça, vous êtes un militant, vous savez ce que vous avez à faire. Les représentants eux-mêmes politiques, on dit qu'ils sont corrompus, etc., mais ils sont aussi impuissants. Dans un monde mondialisé où les lois du marché prédominent sur les lois des États, les représentants des États peuvent même pas mettre en pratique le programme qu'ils nous vendent. Donc, oui, tu vois, il y a tellement de... Là-dessus, on pourra en parler toute une nuit. Oui, non, mais c'est un enjeu central pour l'Europe, surtout, je veux dire, la souveraineté, c'est central. Sans souveraineté, il n'y a pas de démocratie. Donc, encore une fois, nous, c'est l'ascendance. On part vraiment du bas de chez bas. Et on veut accompagner vers l'émancipation, l'autodétermination, l'autonomie, etc., quoi. On n'est vraiment pas dans le fait de rabattre pour envoyer vers telle chose, telle chose, telle chose. Et donc le dernier rempart, donc tu peux nous en parler? Alors historiquement, le dernier rempart, on s'est créé dans le 93, donc en Seine-Saint-Denis, chez Adama Traoré, qui est un de mes camarades historiques, qui lui œuvre pour la dignité dans les banlieues, on va dire. Emmanuel Macron, en juillet 2021, fait un discours où il dit qu'il va mettre en place le pass sanitaire. Et il fait un discours très martial, très guerrier à l'époque. C'est le 12 juillet 2021, il me semble. Et ce discours qui choque la France entière d'ailleurs, et on a des millions de gens qui, dès le lendemain, se dépêchent d'avoir un pass, etc. Écologistes, banlieues, gilets jaunes, etc. D'en réunir un maximum pour l'abolition du pass sanitaire, quoi. Et donc on se donne rendez-vous le 11 septembre 2021 à Paris, destination le Conseil d'État. À l'époque, c'est encore Didier Lallement, le préfet de police. Et donc dès le matin, il embarque 95% de l'équipe du dernier rempart. Tout le monde se fait embarquer avant même le début de la manifestation. Il y a une interdiction partielle de manif qui se fait la veille en préfecture, mais qui est illégale parce qu'elle ne paraît pas au journal officiel. Et du coup, tous ceux qui se rendent sur le lieu de la manifestation se prennent des amendes. Même ceux qui ne sont pas sur place, d'ailleurs, en sortant des métros, c'est plus de 7000 € d'amende distribuée aux manifestants avant même le début de la manif. Et après, dans la manif, à la fin, manif très très violente devant le Conseil d'État, grosse bagarre, énormément de violences policières, etc. Et donc ça, c'était notre premier gros coup, c'était le 11 septembre 2021 à Paris, et il y a eu environ 50 000 participants à la manif. Nous, tout de suite dans la foulée, on assigne en justice Didier Lallement et la préfecture de police de Paris. En tant que personne morale, la préfecture de police et Didier Lallement en tant que préfet de police. Parce que les amendes étaient illégales, donc on les a toutes fait sauter, les amendes. 7000 € d'amende qu'on a fait sauter avec le dernier rempart. On a demandé tous ceux qui ont eu une amende de nous l'envoyer. On les a tous contestés collectivement. Et le tribunal de police les a toutes fait annuler.
Ça, première chose. On a profité de cette annulation pour faire le procès, justement. Parce qu'on se dit, en fait, l'administration elle-même reconnaît qu'elle n'avait pas le droit de faire ce qu'elle a fait. Donc là, on a enfin un motif pour aller en procès face à Didier Lallement. Parce que tous ceux qui ont tenté précédemment n'ont pas réussi à le faire. Tous ceux qui ont tenté de porter plainte contre lui ont porté plainte pour violence policière. Quand tu portes plainte pour violence policière, en général, ça ne va pas au tribunal. Parce qu'ils vont dire c'est trop subjectif, il y a des casseurs, il y a des violences des deux côtés, etc. Que là, nous, non. On l'attaque pour atteinte à la liberté individuelle. On ne peut pas circuler tranquillement dans Paris ni se rendre à une manifestation déclarée sans se prendre des amendes ou se faire embarquer. Et discrimination opérée envers des personnes en lien avec leur appartenance militante. C'est deux choses qui existent dans le code pénal français et qui impliquent de la prison ferme et des lourdes amendes. Et sur ces deux motifs-là, ils sont presque reconnus d'avance par l'administration. Et nous, on va au tribunal face à Didier Lallement pour ça. Et chose incroyable, c'est que l'audience de fixation et les 6 audiences relais, ils ont mis 6 audiences relais pour vérifier la conformité du dossier, et bien tout est passé. Et on sera en plaidoirie le 22 janvier 2024, face à Didier Lallement, le dernier rempart. Et on espère avoir ça le comble, on espère avoir des gilets jaunes, on espère avoir plein de monde, parce que c'est énormément de militants qui attendent justice face à Didier Lallement. Tu peux répéter la date ? Le 22 janvier 2024 au tribunal judiciaire de Paris. Et donc il y aura bien la plaidoirie, et c'est bien, on est bien dans le cadre du pénal. Donc là, on va demander 35 000 € de dommages et intérêts et de la prison ferme. Directement, tant qu'à faire. On peut toujours demander. Oui, après, l'idée en fait c'est surtout aussi de se dire qu'on ne se laisse pas faire, tu vois. En fait, il y en a plein, ils disent oui, mais la justice, le droit, tout ça, ça fonctionne plus, c'est dans les mains des puissants. Mais le truc, c'est que c'est dans les mains des puissants quand plus personne ne l'utilise. Nous, on utilise, même si les tribunaux, l'administration, tout ça, c'est défectueux, il faut l'utiliser, il faut faire des recours, il faut faire aussi de l'administratif. Les dirigeants, ils font vraiment n'importe quoi. Et donc, c'est pas juste des râleurs professionnels. Il y a vraiment un gros problème. Je veux dire, même, Coluche l'a dit il y a 50 ans, mais c'est encore vrai. Je veux dire, ceux qui ne travaillent pas et ceux qui n'ont pas de travail, ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas de travail. Et ceux qui ont du travail, ils se plaignent parce qu'ils ont du travail. Et on ne peut même pas changer les uns par les autres, c'est les mêmes. Mais il y a une vraie souffrance partout, chez tout le monde en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Même ceux qui travaillent, c'est ahurissant. Les gens n'ont plus envie de travailler en fait. Ils n'ont plus envie de faire des enfants. Je veux dire, il y a un malaise très, très profond, très grave. Et ceux qui ont envie de travailler, ils veulent devenir influenceurs ou coach sportif. Je veux dire, c'est pas avec ça qu'on produit, qu'on va manger, qu'on va se soigner, qu'on va éduquer nos enfants. Je veux dire, il y a un vrai manque de perspective, quoi. Et c'est un vrai gros problème. C'est pas juste qu'on râle pour le plaisir ou qu'on veut changer les choses comme ça. Non, il y a une vraie crise de la représentativité, justement, ce que je disais tout à l'heure. C'est que le régime représentatif actuel, il représente les intérêts des représentants et de leurs affiliations privées, mais ne défendent plus les intérêts. En fait, les administrateurs défendent les intérêts des administrateurs, mais pas de les administrer, quoi. Pendant des décennies, les populations ont cru que c'était la meilleure manière de faire. Et aujourd'hui, les gens se disent, en fait, ça fonctionne plus, mais ils ne voient pas trop comment faire autrement, finalement aussi. Ils disent, en fait, les seuls leviers qu'on a, c'est le vote et les manifestations. Mais on se rend compte aujourd'hui que le vote et les manifestations, aujourd'hui, ces deux leviers-là, les gens n'y croient plus tellement, quoi. Les solutions, c'est l'intelligence collective qui va la trouver. Bah oui, parce que du coup, tu peux pas passer par l'un de ces deux leviers défectueux, tu vas pas passer par ces deux leviers-là pour arriver sur autre chose, alors que c'est justement ces opérations-là qui créent les symptômes dans lesquels on se trouve, tu vois, ça crée une sorte de cercle vicieux. Donc j'en arrive, moi, personnellement, je peux me tromper, à la conclusion qu'il y aura que quelque chose d'ascendant et d'intelligence collective qui pourra réformer la société en profondeur et nous amener sur un nouveau modèle de représentativité qui fonctionne plus du tout avec les mêmes règles, le même type de suffrage, le même type de scrutin, pas du tout. Peut-être qu'il s'en inspirera dans une certaine mesure, ou peut-être qu'on décidera que dans tel cadre, il faut des élus, dans tel cadre, il faut des tirages au sort, dans tel cadre, c'est que l'intelligence collective qui prime. Tout ça, ce sera à nous représenter, de déterminer quelles seront les règles de la représentation.
Je crois que tu as des connexions un peu spéciales avec le Congo, donc je ne sais pas si tu voulais un peu... La situation au Congo, et c'est une situation qui est centrale mondialement, parce que, effectivement, la plupart... C'est pas que le cobalt, c'est énorme, hein, je sais plus, mais... D'ailleurs, il y a eu un... Onana, Charles Onana, en parle très bien, il a sorti un livre là-dessus. Il est passé sur Sud Radio il n'y a pas longtemps. Il expliquait toutes les matières premières qu'il y a au Congo, c'est juste hallucinant, quoi. Et le Congo vit un génocide depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on parle vraiment d'un génocide. Hein. C'est des millions et des millions de personnes déportées, des millions de gens massacrés. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'ONU, il a failli avoir une résolution dans les années 90 pour régler la situation au Congo. Vraiment une résolution forte, quoi. Vraiment dire stop, on arrête le massacre, on ferait vraiment quelque chose là-bas. Et en fait, à chaque fois, c'est les Américains qui mettent le veto. Comme quoi, c'est bien mondial le problème. Ça. Que ce soit chez lui ou chez nous, on a le même problème. C'est chacun chez soi, chacun lutte pour sa paroisse. Tant que moi, ça va, les autres... Donc, si les Français attendent d'être un peu plus dans la merde pour agir, c'est peut-être pas le bon plan, en fait. Justement, il faudrait regarder le Congo, par exemple, ou d'autres pays dans ces situations-là, pour dire, regardez, les gars, à force d'être dans l'individualisme, tu as tout un tas de cartels, officiels ou non, qui viennent et qui prennent possession de ton pays. Si c'est le chacun pour soi, tu n'as plus de peuple, en fait. Parce que pour moi, un peuple, un vrai peuple constitué, c'est le fait d'être peuple, c'est d'être vraiment, on est une civilisation, on est des frères et sœurs, on a un cap commun, on a une même idéologie. Aujourd'hui, on dirait plus une somme d'individus qui partagent un territoire. Mais qu'ils ont tous leurs propres filtres personnels, leurs propres intérêts à défendre, etc. Il n'y a plus ce sens de peuple, vraiment de peuple. Si on se coupe de l'Afrique, nous, Européens, dans la suite des événements, on ne sera pas... Pour l'Europe, c'est un enjeu spécial. Pour l'Europe, c'est un enjeu central, parce que notre relation avec les Africains, elle doit vraiment être pacifiée, et on doit revoir tous nos accords conventionnels avec eux. Au niveau économique, au niveau politique, à tous les niveaux. Il faut revoir tous nos accords. Et les rééquilibrer équitablement, quoi. Sinon, on va droit dans le mur aussi, c'est sûr. Si on se bat en ayant le spectre uniquement national ou européen, on passe à côté de beaucoup de choses et finalement, on se retrouve dans des luttes en plus qui sont un peu, en la défaveur d'autres nations et d'autres populations. Or, comme tu l'as dit, le problème qu'on a, il est mondialisé, donc il doit être pensé mondialement. La dignité humaine que je défendais, c'est pas que pour les Français ou les Européens, en fait. C'est pour tous les êtres humains. D'ailleurs, dans nos constitutions, c'est écrit. C'est pas écrit tous les Belges, tous les Français, tous les Américains. C'est écrit tous les êtres humains naissent égaux en dignité et en droit. Donc c'est pas que les Européens ou les Occidentaux, quoi. La dignité, c'est pour tous. Est-ce qu'il y aura encore un sujet qui t'était particulièrement à cœur que tu vas aborder? Les pauvres contre les riches. C'est-à-dire que tu peux trouver des bonnes personnes chez les riches. Moi, parfois, je vois des chefs d'entreprise, parfois, je vois des gens qui travaillent pour le préfet, des gens qui travaillent pour des députés. Il y a des gens qui sont aisés socialement et financièrement, qui participent au combat dont on parle depuis tout à l'heure. Parce qu'ils voient qu'en fait, notre société, elle n'est pas durable et saine pour leurs enfants et pour les prochaines générations. Ils voient qu'on va dans le mur, même s'ils vivent bien socialement. Ce que j'essaye là de dire, c'est qu'il faut casser aussi cette idée de pauvres contre les riches. Tu vas trouver des salauds chez les riches et chez les pauvres. Tu vas trouver des bonnes personnes chez les riches et chez les pauvres. J'essaye aussi un peu de casser un peu cette image qui a été un peu trop accentuée à mon goût. Faire peuple, quoi. Faire peuple, vraiment. Moi, je connais des chefs d'entreprise. J'ai rencontré des chefs d'entreprise avec qui j'ai fait des partenariats dans l'associatif, par exemple, pour qu'ils puissent donner leur chance à des jeunes de cité, qu'ils puissent les former, qu'ils puissent les recruter, J'ai rencontré tout un tas de gens qui étaient haut placés et qui font des belles choses, en fait. Qui sont altruistes, qui pensent aux autres, ça existe. Donc je cherche vraiment à fédérer le plus large possible, quoi. Et c'est pour ça que je resterai gilet jaune quoi qu'il arrive, parce que le gilet jaune c'était le symbole de tous, quoi. Symbole de tous, quoi. On va finir sur ces sages paroles. On a encore plein d'idées, notamment pour les prochaines émissions Thinker Jaune, des émissions, une Camerounaise. Qu'on espère avoir, qui va nous parler un peu de l'Afrique, que je connais très mal aussi. C'est très important. Si on se coupe de l'Afrique, nous, Européens, dans la suite des événements, on ne sera pas... Pour l'Europe, c'est un enjeu spécial. Pour l'Europe, c'est un enjeu central, parce que notre relation avec les Africains, elle doit vraiment être pacifiée, et on doit revoir tous nos accords conventionnels avec eux. Au niveau économique, au niveau politique, à tous les niveaux. Il faut revoir tous nos accords.
et les rééquilibrer équitablement, quoi. Sinon, on va droit dans le mur aussi, c'est sûr. On va donc aussi accueillir quelqu'un qui travaille avec les sans-abri, enfin vraiment à Charleroi. On va aussi parler de Deleuze, qui est le grand combat social pour l'instant, qu'on pensait plus ou moins fini, mais ils vont pas lâcher, ils se battent contre une grosse multinationale, maintenant déjà étrangère malheureusement, parce que ça a été vendu. Et voilà, quoi, c'est vraiment une lutte sociale exemplaire qu'il y a pour l'instant en Belgique. Beaucoup d'autres sujets, on espère encore, tant qu'on a la pêche. Donc voilà, donc je crois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été abordées aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, et n'hésitez pas à partager, à commenter. C'est très important pour nous, c'est très important pour simplement pour faire avancer le débat démocratique, pour réveiller les consciences, pour faire réfléchir aux enjeux qui nous entourent. Donc encore merci Chris et merci à la à prochaine. toi. C'était un plaisir de participer à cette émission, la première en extérieur donc. Voilà, c'est ça. Merci à vous deux.